Je vais essayer de vous montrer quelques images qui relèvent à la fois d'expérimentations actuellement conduites dans le cadre des investissements d'avenir du gouvernement français. Donc, c'est la direction du numérique pour l'éducation qui a été créée il y a 2 ans dans le cadre de la refondation de l'école de la République, qui est en charge de cela. Et donc, je vais essayer simplement de ne pas tomber sur la bonne diapositive pour démarrer correctement avec 2 images. Je suis désolé. Voilà, ça devrait être ça. Donc, vous voyez sur la première image une expérimentation en cours où ce n'est pas l'enseignant qui est absent, mais c'est l'élève qui est absent. Et l'élève empêché est aujourd'hui éventuellement remplacé par un robot et peut suivre le cours en direct pour participer à la leçon, aux travaux, etc. Donc on a évidemment un élève assisté par ordinateur et non pas un enseignant assisté par ordinateur. Ça, c'est pour le clin d'œil. C'est une expérimentation qui a lieu à l'heure actuelle dans l'Académie de Lyon, en région Rhône-Alpes, où nous avons l'un des plus grands fleurons de notre industrie de la robotique avec la société Awabot. Donc vous allez m'entendre parler à la fois, et je vous rassure tout de suite, de pédagogie d'abord, d'organisation, d'une amélioration de la gouvernance des différentes collectivités, des différents intervenants pour déployer les moyens, les infrastructures et permettre aux enseignants et aux élèves d'apprendre avec le numérique. Mais il y a aussi cette dimension, effectivement, économique autour du numérique éducatif qui ne saurait être cachée derrière ces ambitions aussi du développement du numérique éducatif à l'école. Vous avez également aussi un petit instant, l'autre image qui est dessous, c'est une autre société qui est connue, le petit robot qui est juste en dessous, qui est le robot Nao, qui est aussi d'une société Aldébaran, société française, mais franco-japonaise, plutôt japonaise aujourd'hui que française. Il s'agit d'utiliser ce robot soit pour des activités de programmation, soit donc pour apprendre à coller et à faire déplacer. On a d'autres petits robots moins coûteux que celui-là, parce que à la question suggérée tout à l'heure, est-ce que le numérique est moins cher, j'en doute un tout petit peu, il permet d'autres choses aujourd'hui, mais les coûts sont déplacés en réalité, puisque une fois que vous avez produit une ressource, une fois que vous avez produit un service, il faut le maintenir en l'état, il faut conduire des améliorations, donc en réalité, ce ne sont plus les mêmes coûts, mais il y a toujours des coûts relativement importants. On peut utiliser ici donc, les robots pour travailler sur l'école inclusive. Il s'agit d'enfants autistes et il y a effectivement tout un tas d'activités et tout un tas de ressources que nous développons et de services que nous développons. Nous avons une attention particulière pour l'inclusion des enfants en situation de handicap. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer. Un autre exemple qui, lui, touche au domaine professionnel et qui l'image montre, et il y a des petits films sur Eduscol, on vous donnera tous les liens pour aller voir cela. Il s'agit d'un enseignement avec de la réalité virtuelle, autrement dit, la possibilité ici d'être dans une nacelle et d'imiter, d'être comme si vous étiez à 10 mètres de haut, pour installer des poutres. On est dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement technologique, et de plus en plus, nous avons ce type de ressources et ce type d'enseignement, avec d'ailleurs, on le voit bien, un travail de groupe. On n'est plus avec le professeur devant son tableau. Le tableau est toujours là quand même, hein, il peut être utilisé, le tableau vert ou le tableau noir. Le numérique n'est pas exclusif de l'utilisation des méthodes tout à fait traditionnelles. Et j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir faire l'artiste ou danser lorsqu'il y a une panne de courant ou un débit alternatif, et tous les enseignants le savent bien. J'ai exercé moi-même longtemps pour le savoir. Donc ça fait partie de ces petites choses. Par contre, j'attire votre attention ici. J'aurais pu choisir un autre objet qui est la virtualisation d'une usine complète pour apprendre effectivement des tâches opératoires, de la programmation de machines et autres. Ce sont des logiciels et des jeux sérieux qui permettent de faire ici par contre des économies réelles et qui permettent également de ne pas placer les élèves en situation de danger professionnel. On réduit les questions de coûts d'assurance, etc. derrière, ce qui n'empêche pas que l'examen
finale, l'examen, il y aura des tests en situation réelle, et l'examen se fera en situation réelle également. Voilà une des pistes que nous suivons. Nous avons également cette idée de l'enseignant qui pourrait ne plus être là. Alors l'enseignant qui pourrait ne plus être là, ça nous renvoie à tout un tas de travaux sur les rétroactions qui sont possibles lorsque les élèves conduisent des exercices qui ont été préparés et qui permettent donc d'être analysés et même donc les fameux Learning Analytics et derrière d'être adaptés, donc de proposer des exercices en retour qui seraient adaptés aux capacités ou aux échecs ou au succès des élèves. On joue ici sur le retour immédiat. Alors là encore, si c'est bien conduit, je dirais c'est intéressant puisque ça permet de positionner des résultats sur des exercices bien spécifiques. Ça marche bien entendu sur tout un tas d'exercices de type de connaissances. Parfois aussi, donc, et c'était l'objet de la cartographie des savoirs, sur une relation entre les compétences, les connaissances, le référentiel et un certain nombre d'exercices bien notés, mais c'est plus délicat à manier sur les tâches complexes, sur la rédaction plus... Voilà. Autrement dit, oui, cela existe, oui, cela est posé, et cela nécessite une utilisation bien conçue par l'enseignant dans son projet pédagogique, car l'enseignant reste au cœur du projet pédagogique, pas de numérique, pas d'utilisation du numérique, sans un enseignant qui, dans le cadre de sa liberté pédagogique et dans le cadre d'une utilisation raisonnée du numérique, conduit le projet avec ses élèves et choisit des temps où il va y avoir ce type d'activité et d'autres temps, au contraire, où il sera en présentiel. On a également, et pour finir de répondre à des situations, et je serai assez bref, et je pense qu'on reviendra ensuite sur les questions de ce qui est vraiment mis en place et en exergue à la fois pour délivrer des ressources éducatives, alors que je ne dirais pas forcément libres, mais en tout cas pour délivrer des ressources éducatives de qualité. J'ai quelques services éventuellement montrés. On peut enseigner partout, à distance, avec des appareils mobiles. On peut être à l'extérieur, comme l'invite ce projet qui permet de mettre en relation, le premier projet est extrait ici d'un projet qui s'appelle Tactileomap. Il s'agit d'une quête tout simplement de géographie des élèves qui sont sur le terrain et qui sont en relation d'élèves du primaire, de l'école primaire, qui sont en relation avec les élèves qui sont à l'école, qui leur donnent des consignes pour aller chercher. Donc il y a une quête, on pourrait avoir une web quest également, c'est assez fréquent dans le type d'activité. Nos enseignants ne manquent pas d'imagination, et c'est parce qu'ils ont de l'imagination et de la créativité, et parce qu'ils savent où ils veulent aller, que cela a un réel intérêt, et non pas avec l'élève qui tout seul, choisirait d'aller au hasard faire les choses. On a aussi, bien entendu, la classe qui, ça peut être, donc j'ai bien dit dehors ou dedans. Dedans, elle peut être en îlot, on a de nouvelles architectures, et on pense effectivement que le numérique modifie les conditions, et donc progressivement, ce sera difficile de modifier tous les établissements scolaires, les écoles de la République, de la Troisième République, dont certains connaissent des classes rectangulaires avec le tableau blanc, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train de bouger. Mais en tout cas, là encore, avec l'enseignant qui peut être soit en frontal, soit suivant certains individus, certains élèves qui donnent des travaux à des petits groupes, qui mettent ensemble. Le travail collaboratif est très très recherché pour ces questions d'enseignement. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas forcément demain et partout comme cela demain, c'est déjà aujourd'hui, et ce sont des possibilités. La réflexion effectivement qui nous guide derrière, c'est de préparer finalement, puisque ce sont les objectifs, préparer les élèves à vivre dans une société numérique qui est d'ores et déjà présente, de préparer des citoyens à vivre dans une société numérique présente, d'où notre intérêt pour la question des données personnelles et tout un tas d'éléments qui sont transparents pour les utilisateurs, mais qui ne sont pas neutres, ni technologiquement, ni en termes d'éthique et de choix de ce que l'on veut faire, d'où chez nous un développement des espaces numériques de travail qui sont, alors si on essaie de le simplifier très très brièvement, des projets territoriaux plutôt en format intranet,
avec possibilité d'accéder à des services externes, donc à des services, des contenus et des services extérieurs, mais en garantissant la préservation des données personnelles des élèves, en garantissant également les questions d'anonymisation de ce qui peut sortir, de ce qui est échangé avec les fournisseurs de contenu, que ce soit des sociétés publiques ou privées.